bonsoir, bienvenue sur la libre antenne. Donc comme tous les soirs, normalement 21h minuit, mais ce soir, exceptionnellement, donc il y a eu du retard sur la programmation parce que les bouchons et les embouteillages, voilà, Et la donc, pluie, et la pluie. les accrochages. Voilà, donc mauvaise journée, désolé à tous ceux qui ont patienté, parce que visiblement il y en a qui ont loupé le travail, qui sont venus plus tôt, qui ont même écrasé des grands-mères, donc bon bah désolé pour tout le monde. En tout cas, bienvenue sur la libre antenne, et Voilà. ce soir, Quoi qu'il on en est... soit, bonsoir. Bonsoir Jacques Grimaud, Et voilà, avec nous. avec Il est bien là, plaisir. voilà, Voilà. pour ceux Voilà. qui doutaient, qui nous disaient non, mais est-ce qu'il va venir finalement moi j'ai loupé mon travail, maintenant il est là, voilà. Presque 2 heures, trois quarts de... Voilà, Voilà. de retard. Donc, Exactement. Non, pour venir, pour venir, oui, mais Le oui, temps de voiture. il y a Voilà, eu un c'est temps de ça. voiture Ouais, incroyable. voilà. Bon, bah, en tout cas, bienvenue Jacques Grimaud, bienvenue à tous les métanautes connectés, Cham, Jérémy, Métal, Malik, Snow, Acid Choker, Tars, Libertad, Top Top, Alberia, Fred, SNK, etc., Émilie, Ronin, Saint-Rémy. Bonsoir à vous. Que des hommes. Non, il y a des femmes aussi, hein, il y a des femmes. C'est mélangé parce que Ouais, des ouais. fois, moi aussi, je crois que c'est des pseudos masculins, mais il s'agit de Ah, femmes ouais. et des fois à l'inverse. Mais voilà, Mhm. on me dit non, il n'y a pas qu'homme, c'est bah non, désolé, on me dit j'avais posé ma journée, bah et voilà, je pense que vous n'allez pas regretter parce que aujourd'hui, on va parler donc des pyramides. Parce que donc vous êtes quoi, le co-auteur, on peut Non, dire? l'auteur. L'auteur, donc, C'est d'après mon livre que Patrice, le réalisateur, a fait le film. a fait le C'est-à-dire, film. c'est Ouais. pourquoi ça crée un petit, dès l'entrée, un petit décalage, parce que c'est sa vision, ça n'est pas la mienne, c'est son film. Voilà. Voilà, voilà, alors c'est pour ça, on a l'impression Voilà. que vous l'avez coécrit à deux. Alors non, lui, il s'est Non, inspiré c'est de tes pas exact, travaux. c'est pas ça. Au début, on s'est rencontrés parce que Patrice avait besoin d'un documentaliste pointu dans certains domaines. On a sympathisé, comme c'est un garçon de très bonne qualité morale, intellectuelle, il pratique le doute méthodique, enfin, c'est un garçon bien. En plus, il connaît très bien son métier. On a sympathisé, et comme il a vu que je connaissais très bien ce dont il avait besoin, au bout d'un moment, il s'est intéressé aux sources. Et je lui ai dit, ben, c'est le résultat de mes découvertes personnelles. Début, évidemment, comme tout le monde dans ces cas-là, un peu dubitatif. Et puis, à force de se fréquenter, on en est arrivé à discuter de l'éventualité, selon sa proposition, de faire un documentaire. Et face à l'ampleur de la chose, quand il a lu mon bouquin, qui était assez ardu quand même, c'est un bouquin qui fait 1000 pages à peu près, en 2 tomes, c'était essentiellement des aperçus mathématiques, etc., etc. Et il m'a dit, bon, bah, il va falloir l'amaigrir, le machin. Donc j'ai pris ma plume plutôt littéraire et j'ai répondu à un texte sur 500 pages et que lui a considéré comme suffisamment clair et précis dans le cadre de la réalisation pour en faire un scénario qu'on a écrit ensemble. Lui donnant en quelque sorte la dynamique du scénario et tout ça. Alors, il faut d'abord savoir qu'on est allé démarcher tout aussitôt parce que Patrice m'a dit mais ça c'est la poule aux œufs d'or, c'est un truc génial. Si tout le monde connaît ça, ça va faire un truc gigantesque. Maintenant, la difficulté, on la connaissait dès le début, c'est qui va pouvoir prendre un tel truc dans les bras et l'apporter à son terme pour que ça devienne un film. Donc on est allé démarcher, on a rassemblé des gens intéressés sur le coup et on est allé pendant 2 ans faire toutes les portes de la profession de l'image. On est allé d'abord dans les officines de cinéma, on nous disait d'accord, tout ça on connaît, nous on s'intéresse aux films de fiction. Bon, on rechangeait jusqu'à bien connaître le milieu. Et après on est passé dans les sphères de la télévision. Et là c'était un autre problème, on nous disait non, nous, il faut des scientifiques reconnus, médiatiques, etc., et qui avalisent votre truc. Moi, le problème, c'est que c'est secret. J'avais souhaité que, en réalité, le livre que j'ai fait à l'origine, c'était que ça paraisse à titre posthume. C'est-à-dire que, compte tenu de l'ampleur, parce que là, dans le film, on voit très peu de choses. Hein. C'est juste une introduction, c'est le fait de la rencontre. Mais les découvertes sont dans tous les domaines pratiquement, que ce soit en chimie, en physique, en mathématiques, etc., en géographie, et surtout les affaires à l'ancienne, c'est-à-dire tout ce qui est la manière de penser des anciens qui est très décalée de la nôtre et qui me paraît très largement capable d'aller au-delà de ce que l'on connaît, beaucoup mieux, avec plus de sûreté, etc. Et l'intérêt aussi, c'est que dans cette culture, la vie morale passe d'abord. Chez les anciens, on disait très clairement, on ne donne le savoir qu'à ceux qui le méritent, c'est-à-dire ceux qui n'en profitent pas comme un objet
banal, ordinaire, etc., pour assujettir éventuellement le voisin, mais pour anoblir ce qu'il possède déjà, le rendre plus performant, plus clair et tout ça. Donc la mentalité n'est pas la même. Or, les métiers du cinéma et de la télévision, ça n'a strictement rien à voir. On pourrait dire que c'est quasiment l'inverse de ce qui était attendu. Donc toutes ces choses-là ont posé problème. On a rencontré nombre de scientifiques qui n'avaient qu'une exigence, connaître d'abord les résultats et ensuite donner des... Voilà. Donc on s'est abstenu et on a recherché, au-delà des gens des métiers d'image, des industriels qui avaient envie de sortir un petit peu de leur spécialité et d'investir dans l'image, soit pour des raisons d'image justement de leur entreprise, soit pour des raisons à toutes personnelles. On a trouvé, on a monté un budget et là, en fait, un zozo s'est installé comme un grain de sable dans une mécanique. Et pendant qu'on travaillait, puisqu'on a commencé à travailler tout seul avec nos propres argent, notre propre argent et notre méthode particulière, parce qu'il a fallu développer en quelque sorte un modus vivendi et un modus de travail tout à fait original. D'abord parce que j'avais dit à Patrice, je ne te dirai rien qu'au fur et à mesure. Voilà, tu vas découvrir, parce que c'est une rencontre et qu'il faut voilà. En plus, on est allé démarcher les éventuels vendeurs. Et on est allé voir Wild Bunch, qui a tout de suite été très impressionné par la force des arguments, bien qu'on n'ait pas eu à leur demander de s'abstenir de nous demander les secrets. Voilà, parce qu'en fait, il y a une très grande quantité de choses, et tout ce qui est dit dans le film, c'est un tout petit rien par rapport à l'ensemble. Quand Wild Bunch a dit OK, on prend, on a mis en place ce qu'on appelle un deal, une manière de fonctionner, etc., des engagements réciproques. Ça s'est très bien passé, ce sont des grands professionnels, ça ne fait aucun doute. Et ils nous ont demandé, est-ce qu'à cette occasion, vous pensez que ce documentaire ferait 3 fois 52 minutes pour la télévision parce qu'ils souhaitaient rentrer en télévision par là. On a dit, ah, ça n'a aucun problème, on pourrait faire en 60 exemplaires de 50 minutes à peu près. Donc ils se sont engagés sur 3 exemplaires de 52 minutes et quand on leur a présenté, Patrice leur a présenté, on avait déjà des ennuis avec celui qui est appelé le Gollum, leur a présenté le premier truc, le premier 52 minutes, ils sont littéralement tombés par terre en disant non, 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 il y a trop de force là-dedans, il faut le faire en film, ce que j'avais moi souhaité au départ. Donc on a recommencé, etc., remodelé ça, et le fait c'est que comme ce sont des indications à caractère plutôt scientifique dans la majeure partie des découvertes, ça paraît normal, ça restait froid. Donc Wild Bunch nous a conseillé de remettre ça tel qu'on l'a vécu, Patrice et moi, à savoir la découverte de Patrice de mon travail. Lui s'était mis en quête depuis un certain temps de vérifier mon travail. Ça lui a pris 6 ans quand même. Et c'est dire les frais quand même. Hein. Et pendant 6 ans, il a tout vérifié, toutes choses, avec ses propres critères, sa manière de voir les choses, etc. Quand il le patinait, il me demandait, je lui répondais comme je réponds à toute personne qui me questionne. Voilà. Et quand les choses se sont mises en place, le problème est arrivé, c'est que le zozo en question, moi je l'appelle, c'est mon opinion, un escroc, et je pense que la justice ne tardera pas à se faire une opinion sur cet escroc, eh bien il a commencé à tout faire foirer de la base au sommet, de manière très pyramidale, sauf que lui était au sommet parce qu'il vole, il déforme, il ment, enfin c'est bon, c'est une maladie littéralement. Donc ça nous a vraiment incapacité. Pendant 2 ans et demi, on a travaillé 2 ans et demi sans salaire, sans rien du tout. Et on est arrivé grâce à un bon professionnel. Je salue d'ailleurs les coproducteurs lyonnais, nommément, personnellement. Je n'en dis pas les noms évidemment pour des raisons de confidentialité, mais je les salue parce qu'ils ont été très courageux. Ils se sont trouvés face à une arnaque, comme nous. Mais bon, ils sont allés tout seuls au combat, pratiquement, et maintenant la justice commence à voir clair dans le jeu de l'escroc, et il commence à se prendre des râteaux. Et je pense que ça a multiplié en quantité et en vitesse, peut-être également en ampleur. Donc on va voir ce que ça donnera. Patrice et moi, et grâce à notamment quelqu'un que vous connaissez peut-être ici, Bob, Oui, de on Bob connaît, vous bien dit toute sûr. la vérité. Donc c'est quelqu'un de l'entourage familial de Bob qui a eu l'extrême bonté, générosité de prendre notre cas à bras-le-corps, compte tenu du fait que c'était une usine à gaz, hein, le truc. Voilà. Un truc complètement délirant. Et l'autre difficulté, aujourd'hui, j'avais dit à votre collaborateur qu'il fallait annoncer au dernier moment,
parce que je ne voulais pas que l'escroc, qui fait des menaces de procès, des menaces physiques et même des menaces de mort ici et là, s'en prenne à vous. D'accord. Voilà. Donc on voit quand même qu'on est parti sur les chapeaux de roue, mais dans une aventure qu'on ne pouvait pas maîtriser compte tenu à la fois de la force de la chose. Lui s'est dit je vais gagner monstrueusement là-dessus. Ce qu'il faut c'est que je vire l'auteur et le réalisateur. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, le film, il vous appartient ou il appartient Alors pour l'instant, il faut connaître le milieu du cinéma pour bien entendre ce que je vais dire. En réalité, les droits du film sont vendus à Wild Bunch pour la distribution en vue de l'exploitation. Mais il y a un tournant qu'on a appris il y a quelques temps simplement qui a modifié cette donne-là. Il va falloir qu'on adapte la situation nouvelle au potentiel. Mais autant dire que le premier film est mort. Il devait sortir en salle. Nous qui l'avons vu à la Berlinale, c'est-à-dire lors du grand congrès international du film, on était estomaqués parce qu'on le voyait sur un écran de 100 mètres avec surround et tout ça, c'est les larmes aux yeux quand on voit ça. La première fois comme ça, parce qu'avant c'était sur l'écran de chez Patrice, donc un truc vraiment... voilà. Et quand on a vu son travail avec cette force, cette ampleur, on s'est dit là, on est quand même allé assez loin. Parce que, bon, moi quand je le voyais sur son écran à la maison, quand il travaillait au sous-sol, ça me donnait l'impression d'être un truc d'internet, pas davantage. Voilà. Et là, vraiment, ça a pris une ampleur. La musique est splendide, grand merci à Jean-Baptiste Saviani, etc. En réalité, c'était une aventure merveilleuse s'il n'y avait pas eu ce tordu. C'est comme ça que les choses se sont passées. On va essayer de se débarrasser de lui d'une manière ou d'une autre parce que la justice doit passer. Elle met du temps, c'est compliqué, mais réellement c'est une vraie usine à gaz. C'est un truc épouvantable. Et donc notre avocat principal là aura mis 1 an à peu près à s'approprier l'ensemble, ce qui est quand même très considérable. En fait, il y a des raisons fiscales, des raisons administratives, des raisons budgétaires, des raisons comment dire juridique, etc. etc. C'est vraiment un enfer. Tout ce qu'il a pu inventer pour pourrir la vie de ses contemporains ne s'est pas gêné, il continue. Voilà. D'accord, parce que Voilà. le documentaire, lui, en soi, justement, il est très bien réalisé, très bien monté. Il y a eu un gros travail aussi. Vous êtes allé, on a vu Oui. à l'île de Pâques, au Pérou, Mais ça a etc. été oblitéré parce que le tordu a dépensé énormément d'argent pour rien. En réalité, il dépense l'essentiel de l'argent de la boîte de production pour nous faire des procès. Voilà. C'est ça sa manière de voir. C'est d'autant plus stupide qu'il a engendré 5 procès dernièrement pour insultes et diffamation, qui sont assez vides, ces trucs-là, et qui ne vont rien rapporter ni à la boîte de production, ni à lui, puisque c'est l'État, s'il y avait une amende, ce qui m'étonnera beaucoup. C'est vraiment pour nous empoisonner la vie, c'est tout. Voilà. On est obligé de se débrouiller avec une paperasse alors qu'on n'a pas besoin de ça. Alors qu'on se rassure, hein, je ne veux pas dire que des vilainies, le prochain, comme les suivants, sont tous dans ma tête. J'ai pris toutes les précautions. En fait, on s'est fait arnaquer dès le début parce que pendant qu'on travaillait, l'autre a déposé un faux scénario qu'il a appelé scénario La Révélation des Pyramides. Récemment, il a fait acheter les droits d'exploitation de ce titre, alors que je suis l'auteur et qu'il a tout fait pour me faire dévier le bouquin. Il avait promis que le bouquin sortira en même temps que le film. On voit le résultat, le film n'est jamais sorti. Il ne sortira probablement jamais. Autant dire que le premier, c'était nos lettres de créance culturelles. On montrait à la fois pour Patrice un savoir-faire très, très étendu et une sorte de virtuosité. Moi, ce qui m'a importé là-dedans, c'était le caractère pédagogique et didactique et les limites que je voulais donner qui ont été imposées malgré lui à Patrice. C'est-à-dire, je voulais préparer le terrain et donner à tous, et surtout à toutes, quand même, parce que ça intéresse beaucoup les femmes, la culture, l'idée qu'on ne peut accéder au vrai que si on travaille à cela. C'est-à-dire que si on se laisse guider par n'importe qui, n'importe comment, on n'est pas sûr de trouver ces choses-là. Surtout que l'ambiance se prête justement plutôt à l'inverse. La manipulation, on raconte n'importe quoi, etc. Donc on a donné des pistes sans affirmer les choses. On a tâché de donner des faits qu'on pouvait vérifier. Il est certain que s'il n'y avait pas eu Wikipédia, Google Earth, etc., je serais pas allé dans cette aventure et j'avais dit à ma femme, à Vesna, qui est chilienne, ça va être 15 ans de galère. Hein. Donc voilà. C'est un travail. Ça a mis combien d'années en tout pour faire, on peut dire Bon, pour être clair, moi j'ai rencontré le Gollum qui m'a pompé l'air en 93. Ah ouais,
Voilà. Donc on mesure que la chose est ancienne. Au bout de 14 ans, il se déclare notre ennemi, c'est-à-dire à partir du moment où l'argent tombe dans la société de production, il devient fou, littéralement. Il avait 59 euros au départ. Et il reçoit des chèques des coproductions, qui vont faire, comment dire, qui vont dépasser un petit peu le million d'euros. Et là, il devient fou. Voilà. Mais il ne paye pas les gens. Quand il les paye, il essaye de reprendre la paye. Moi, par exemple, j'ai même pas été payé pour la moitié de ce que j'ai fait. Et Patrice, c'est pareil, Vesna, ma femme, n'a pas été payée en grande partie pour ce qu'elle a fait, etc. Tout le monde a eu des ennuis avec cet individu. C'est-à-dire qu'il promet des choses qu'il ne tient pas. Le mécanisme est simple. Il dit des choses, il ne les fait pas, et il fait des choses qu'il ne dit pas. Voilà le mécanisme de cette ahurie. Voilà. Bon, le problème n'est pas là, on ne va pas passer la soirée là-dessus. Simplement, les bonnes nouvelles, c'est que très probablement, cette année qui vient, va voir la mise en œuvre du deuxième opus. Probablement, on a opté pour une autre technique de mise en œuvre qui permet de mettre beaucoup moins de temps. Voilà. Comme Patrice maîtrise toute la chaîne du cinéma et qu'il sait comment je pense, c'est assez différent du commun des mortels, il y en a un qui pense comme ça, c'est lui. Donc ça va. Il y en a d'autres parce que j'enseigne ces choses-là depuis un bon nombre d'années, j'écris également, mais lui, il sait jusqu'où je peux aller et il me fait confiance. Et il a raison. Il y a une volonté, est-ce que c'était un objectif de départ, de vouloir un peu vulgariser, j'ai envie de dire, l'approche de cette science qu'on appelle l'égyptologie. C'est-à-dire qu'il y a une espèce j'ai envie de dire presque de mise à niveau, de mettre à portée en tout cas. Oui, parce qu'on pense que, aussi bien Patrice que moi, que le devoir de toute personne qui sait quelque chose, c'est de la porter sous la forme la plus comestible, la plus attractive. C'est pourquoi le film est relativement attractif, mouvant, etc. C'est pas BBC, on s'endort au bout d'un quart d'heure. Ça n'est pas toujours la même chose. Nous, on montre ce que l'on peut montrer, on explique ce que l'on peut expliquer, et on fait intervenir des gens de métier, des gens de terrain, et non pas des théoriciens qui vont vous raconter le dogme en route et tout ça. Ça, c'est pas... Moi, je suis un type pragmatique. Plus exactement, un idéaliste pragmatique. Donc tout ce que je vois qui peut être utile, j'essaye de le mettre à la portée, et comme je le vis, c'est-à-dire, j'ai un autre point de vue, c'est tout ce qui est inutile, ça pervertit l'être. Donc j'essaye de mettre des choses utiles, c'est pourquoi ces choses-là ont été appelées révélations. À la fois parce que dans le message, il y a une inquiétude, puisque je dis que l'année précessionnelle me sert à déterminer la date qui a été transmise, mais je ne veux absolument pas créer de panique. Simplement, je vais gérer cette chose en confiance pour vous dire aux uns et aux autres, il y a un terme, mais je ne le dirai pas. Ce que je vous dirai simplement, c'est qu'il y a des étapes à ne pas manquer. D'abord, il faut savoir que les films qui vont venir vont faire une démonstration comme un raz-de-marée épouvantable. Ça sera un tsunami à l'égard de ce qui est dogmatisé et ce qui est faux. On voit déjà qu'on rentre relativement dans le vif du sujet avec l'histoire du pyramidion, avec le disque de Sabou, des choses comme ça. Et on voit que l'égyptologie, et on a gardé pour la bonne bouche de quoi se protéger. J'explique. Le 17 janvier 2007, nous allons au Palais de la Découverte parce qu'il y a Joseph Davidovitz et Jean-Pierre Petit, je pense que tout le monde sait de qui il s'agit, qui proposent des théories de construction de la Grande Pyramide. Une fois de plus, on est confronté à cette chose qui pour moi est déraisonnable. Pourquoi parler de construction ou plutôt que de parler des raisons pour lesquelles on est allé faire des édifices comme ça? Moi, ce qui m'a intéressé d'abord, quand j'étais gamin, j'avais 15 ans quand j'ai mis le nez dedans, c'est pourquoi des gens se sont donné cette peine de faire un truc gigantesque, un 3 pièces, avec des pièces minuscules, avec des parois énormes, etc., à cet endroit-là et tout ça. Et c'est par cette curiosité méthodique, en réalité, que je suis tombé, par hasard, sur le nœud de l'affaire. Et la question qu'on doit se poser, c'est pas comment, parce que celle-là, elle est secondaire. Ça sous-entend que s'ils l'ont fait, ils étaient en capacité de le faire. Parce qu'il faut bien se rendre compte, on arrive devant une pyramide énorme, 146 mètres de haut, 230 mètres de côté, et millions de tonnes de pierres sculptées, enfin taillées. Est-ce que l'on peut raisonnablement penser que ces gens-là, on se sont dit on va faire ça, ils le réussissent du premier coup? Compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la mise en œuvre, la logistique, c'est un truc assez délirant.
Et pour ma part, comme je voulais devenir architecte, ce que j'ai vite délaissé, pour la raison que j'aime bien créer et dessiner et que j'aime bien les mathématiques, bon, ça je pense que tout le monde le sait maintenant, eh bien, j'étais allé mettre mon nez là-dedans simplement parce que je devais faire un exposé sur le métier que j'envisageais de faire. Et la première chose que j'ai remarqué, tiens, on parle des architectes grecs, mais des Égyptiens, néant. De la même manière, on dit, la science commence avec les Grecs, la philosophie commence avec les Grecs, l'idée de rationalité, mais personnellement, j'ai jamais vu que les gens, même les scientifiques, se comportent rationnellement. Absolument pas. Sinon, ils se comporteraient rationnellement jusque dans leur comportement, ce qui n'est pas le cas. On a de tout chez les scientifiques. On a des menteurs compulsifs, on a des escrocs, comme ça. Il n'y a pas de culture morale là-dedans. C'est n'importe qui, n'importe comment, n'importe quoi. Fort heureusement, il y a une bonne moyenne, ça s'équilibre, etc. Mais d'une manière générale, la pensée ancienne, elle n'a pas été saisie pour ce qu'elle est. C'est-à-dire des gens qui s'occupent d'abord et avant tout de survivre. Voilà. Or, pour ma part, actuellement, nous sommes dans une situation où il va falloir survivre. Non pas parce que je prédis, comme Madame Soleil ou comme d'autres, qu'il va y avoir un cataclysme, la chose est certaine statistiquement, mais parce qu'on est en train de nous asservir d'une manière ou d'une autre, et on se sert de l'histoire pour cela. On tord l'histoire dans tous les coins, on lui fait dire ce qu'elle ne dira jamais, parce que le problème, c'est qu'on est en train de nous faire passer quelque chose de vrai et de réel pour... on introduit du virtuel dans la grande quantité et on ne sait plus où est le vrai là-dedans. Le vrai, c'est ça, tiens, 2 petits chocolats ou 2 petits cafés qui arrivent. C'est mes petits stagiaires. Merci beaucoup. À votre santé à tous. Voilà, ça fait du bien, ça réchauffe. Donc, pour résumer, Patrice et moi partageons une philosophie analogue, similaire, très proche. À savoir, pourquoi il y a eu de la réactivité autour de ce film, c'est qu'il y a dedans une idée assez confuse, mais qui est perceptible. À savoir, on est en train de vous leurrer. Voilà, on est en train de vous mener en bateau. Mais ça, c'est un sentiment qu'on a depuis très longtemps, justement. Oui, mais nous, on l'a objectivé voilà, avec des éléments factuels, vérifiables, etc. Voilà. Donc, on a été, traîné dans la boue par les trolls, c'est leur métier, il y en a qui sont payés pour cela. Maintenant, je pense que tout le monde sait qu'un troll, c'est quelqu'un qui sait tout sur tout, à tout moment. Il n'a pas eu besoin d'étudier pour cela, il suffit d'être troll et ça marche. On s'en fiche. J'ai dit, attendez l'opus 2, vous allez voir, ça va être la déconfiture totale, ça va être le massacre. Tant pis pour eux. Ils ont été largement prévenus de manière loyale. Moi, je suis un type loyal, je prends personne en traite, je dis les choses telles qu'elles sont, même si ça ne plaît pas. C'est pas là le problème. Le problème, c'est la quantité épouvantable de gens qui se sentent serrés au cou et qui perçoivent intuitivement qu'ils sont l'objet d'une arnaque quelque part. Soit des politiciens, soit des militaires, soit de tout ça. C'est ça ce qui les gêne. Voilà. Et parce que justement, ça, on a parlé de la finalité. Toi, tu nous dis qu'il y a une espèce de cataclysme, c'est ça qui est à venir. C'est ce qu'on conclut en tout cas dans le reportage. Oui, bien sûr. Alors je précise. En réalité, quand j'ai métissé les notions mathématiques découvertes, non pas seulement en Égypte, mais un peu partout, avec l'équateur penché et tout le bazar, à la computation astronomique, tout s'est enclenché comme de soi-même. Première chose. Deuxième chose, c'est quand j'ai souhaité savoir s'il y avait des précédents dans cette prise de conscience, je suis allé dans les vieux ouvrages. Par chance, j'avais étudié les langues anciennes, latin, grec, hébreu, et d'autres, enfin chinois, etc. Eh bien, j'ai pu lire certains textes directement. Et la chose est très claire. Il y a des déformations directement dans les textes. C'est comme si vous lisiez la Bible. Si je devais retraduire la Bible, le résultat ne serait pas du tout le même. Voilà. Peut-être que j'aurai le temps de faire cela, sait-on jamais. J'ai commencé parce que je m'attelle à des tâches à long terme. Comme j'ai dit, Patrice me connaît. Moi, ça ne me fait aucun problème de travailler 20 ans, 30 ans sur la même chose. Ça n'a aucun problème. Moi, mon exigence, c'est ce que je ne veux pas croire dans les choses, je veux avoir des certitudes autant que possible. Donc ça prend du temps, mais voilà. Grosso modo, c'est pour ça que c'est long, c'est un peu comme la justice. J'ai besoin d'avoir tous les éléments du dossier pour les voir comment ils se montent. Mais je ne souhaite pas croire qu'il y a ceci. J'ai dit que moi, j'ai trouvé cela. Maintenant, mon objectif, c'est de faire vérifier cela par tout le monde.
pas seulement l'officialité, parce que l'officialité, si on la cadre sur Jean-Pierre Adam, il y a de quoi rire. Ouais, Hein. parce que- Et sur d'autres, il y a de quoi pleurer. Donc, Alors Jean-Pierre Adam, c'est un peu celui qui nous sort des petits dessins. Alors ça, c'est récurrent de sortir les petits dessins pour expliquer. Voilà. alors, je vais être clair. On l'a piégé volontairement parce qu'il a essayé de ne se fiche de nous. Pour dire les choses clairement, on l'a sollicité. Il y a Tony Van Kaenel, qui est un monsieur qui nous a invités en Suisse faire des conférences. Il se trouve qu'il est polytechnicien, technicien de haute qualité, et qui nous a invités justement pour cette raison, parce qu'il a vérifié les contenus. Il s'est aperçu que ça tenait épouvantablement debout. En réalité, tout ce que j'ai fourni n'est pas détaillé dans le film. Mais si ça l'était, bon, il n'y a rien à dire, hein, c'est clair, et voilà. Et donc, il se trouve qu'il avait étudié à l'école polytechnique, là où enseigne Jean-Pierre Adam. Donc il l'a sollicité, il lui a dit, moi j'ai invité Grimaud, et il faudrait que vous l'écrasiez une bonne fois pour toutes, on se rencontre en direct, on filme, il y a tout ça. Il dit, je connais pas ce type-là, on lui a envoyé une photo, avec moi et lui, qu'on avait prise donc au palais comment dire, palais de la Découverte. Et c'était peut-être au Grand Palais, enfin peu importe. Et après, il a dit, oui, mais vous savez, le temps des scientifiques, c'est sérieux, on n'a pas beaucoup de temps, et de toute façon, j'ai pas l'intention de discuter avec un astrologue. Voilà. Donc, on a essayé une troisième fois, et il a dit, de toute façon, Grimaud, c'est qui? On ne le connaît pas, c'est pas un égyptologue, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. Mais, ce que l'on sait, c'est qu'il a dû voir ce film, et il a dû se sentir un peu embarrassé. Mais il sait très bien qu'il vaudrait mieux qu'il ne la ramène pas trop fort à ce sujet, parce qu'on l'a filmé dans des situations où on n'a absolument pas forcé le trait. C'est lui qui s'est ridiculisé, mais de manière autrement plus terrible que ce qu'on a montré. Quand il dit, bon, il dit son opinion, c'est théâtral, il y a un pathos, c'est son style. Moi j'ai le mien, je suis beaucoup plus raide sur les choses, peu importe, mais lui il voulait être vu, moi pas. Déjà, on voit la nuance est fondamentale. Et bon, il impose ce qu'il croit être une vérité et il n'en donne pas la démonstration. Et là encore, les choses sont en opposition. Donc, pour éviter l'affrontement, on a dit on va faire intervenir des gens de métier. Voilà. Mais ce que l'on doit savoir, une bonne fois pour toutes, c'est quand des gens de métier ont l'audace, l'outrecuidance d'aller travailler avec des gens comme nous, ils prennent des risques. On va les dégrader, on va les muter, on va leur enlever les soldes, on va leur rendre la vie impossible. C'est ce qui est arrivé au docteur Éric Gontier, géologue, ethnominéralogiste, etc., homme de très haute qualité morale, qui a toujours répondu très clairement. Alors on s'est connus dans des conditions très particulières, puisque au moment où on devait partir filmer, aucun géologue n'était venu. C'est un peu normal parce que le Gollum, l'affreux escroc, prenait contact et les retours qui m'étaient faits, on me disait mais c'est quoi ce scientologue? Il est allumé votre bonhomme là. Je disais excusez-moi c'est un stagiaire, il a peut-être mal compris ce qui lui a été demandé, etc. Mais j'avais que des retours comme ça. Donc c'était un peu problématique. J'ai essayé de ramasser les choses au fur et à mesure. Et le fait est, c'est qu'on commençait à avoir une mauvaise presse, littéralement, dans le milieu. Donc je suis intervenu directement et j'ai proposé de voir les problématiques. À Éric Gontier, le premier, je lui ai dit, ben, en fait, c'était un géologue ami de mon frère qui, lui, travaille dans une association de géologie, est administrateur, donc c'est un ami de mon frère, et il a dit, moi je veux bien voir, mais je m'engage pas. Donc je lui ai proposé qu'on aille ensemble au musée du Louvre, il est venu avec sa fille, et c'était un moment charmant, c'est-à-dire hors du temps. Je lui ai dit, voilà Eric, regardez ici, quelles sont ces pierres-là? Il les a identifiées, il m'a dit, c'est impossible de faire ça sans acier au tungstène, c'est impossible de... Voilà. Donc là, il a pris conscience du fait qu'il y avait un gros problème, c'est comment on fait ces trucs. Et après, je lui ai dit, viens voir par là, et il a lu la chose, il y a 40 000 pièces de pierre dure de toute espèce qui ont été découvertes sous la pyramide de Saqqara vers le 31e siècle. La pyramide de Saqqara, c'est 31 siècles avant notre ère. Comment on fait pour faire cela en telle quantité sans objectif particulier? À quoi ça sert? Pourquoi on enterre un truc qui va demander des millions d'heures de travail dont on ne sait absolument aucune des techniques qui ont été utilisées. J'appelle des techniques réalistes. Puis vous voyez dans le film, cette dame de bonne foi qui est responsable
de la section égyptologie au Louvre, elle dit, ben, nous on a analysé les contenus, comme si le lait et le miel égyptien d'il y a 2000 ans changeaient maintenant. Il n'y a aucune différence entre le lait d'il y a 2000 ou 3000 ou 4000 ans et le miel, pareil. Donc on ne voit pas, comment dire, pourquoi ils se focalisent sur des stupidités pareilles. Ce qui importe, c'est comment on fait des trucs pareils et personne ne s'en soucie. Personne n'a l'idée là. Alors, moi j'ai compté sur ma très riche bibliothèque dont j'ai été dépossédé, je ne sais pas par qui. J'avais 7000 bouquins, il m'en reste un millier à peu près. Donc c'est un gros coup de tordu là-dedans. Et dans ces bouquins, j'avais pratiquement tout ce qui se faisait en égyptologie, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Espagne, évidemment en France, en Égypte et tout le bazar, aux États-Unis. Et il m'est resté, fort heureusement, les bouquins techniques. Et comme je l'ai montré à Patrice, dans ces bouquins techniques, il n'y a strictement rien sur la dureté des matériaux. Donc ça donne l'impression qu'on manipule. Patrice, immédiatement, il s'est dit, oh oui, mais moi, ça c'est convaincant. Comment on fait ça? Son premier réflexe, c'est d'aller voir un géologue. Et il a raison. C'est comme ça que ça devrait se passer. Mais c'est pas ça qui se passe dans les documentaires de la BBC et ailleurs. Ça n'est pas cela. Il n'y a pas une expertise de quelqu'un de terrain. Voilà. Donc on nous raconte littéralement ce que l'on veut. Parce que l'égyptologie, en fait, c'est comme si elle a des dogmes un peu. Un peu, oui. Mais comme tu dis, un peu. En fait, elle n'est faite que de cela. Grosso modo, je vais te dire mon sentiment, c'est très clair. J'ai mis le nez dedans à l'âge de 15 ans. Et j'en ai 60. Et le fait est, c'est que dans toutes ces années, j'ai rencontré beaucoup de monde. Il y en a que j'ai laissé à distance et d'autres avec lesquels je me suis entretenu. Et pour moi, c'est un bloc énorme de dogmatisme entouré de buzz de temps à autre pour attirer l'attention, faire vendre les bouquins de ces messieurs. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien dedans. Et d'ailleurs, je dois dire très clairement, ma contribution à l'histoire et à la science, c'est pas dans l'égyptologie qu'elle se trouve, c'est dans tout le reste. L'égyptologie, c'est parce que Gizeh est le centre géographique des terres émergées et habitées du globe, c'est tout. Mais j'ai pas, moi, travaillé en égyptologie pour l'égyptologie actuelle, ça n'a pas de sens. Ce que j'ai découvert, que je montrerai dans les films suivants, c'est un délire. Quand j'assemblerai les pièces devant tout le monde, Patrice en connaît un petit peu parce qu'il faut quand même qu'il soit tranquille sur le fond de la chose, on verra des choses que ni les hommes ni la nature ne sont capables de faire, et qui sont là et qui attendent qu'on les recherche, et qui sont connues depuis 2 siècles et demi. Qu'est-ce qu'on attend pour aller là-dedans? Maintenant, s'il y a quelqu'un qui se sent mieux placé que moi pour le faire, je ne vois aucun inconvénient. Voilà. Parce que justement, alors ça c'est vrai que ça nous a beaucoup étonné dans le reportage. À un moment donné, vous faites allusion dans le reportage au fait qu'il y ait par exemple des tuyères ou des outillages, on va dire, modernes qui aient pu être utilisés. Alors, ça n'est pas nous. Je vais t'expliquer. Par exemple, pour le disque de Sabou, Oui. la première fois que je l'ai vu, j'ai dû le dessiner parce qu'il n'y avait strictement aucune indication, pas de photo, rien du tout. Après, c'est sorti dans un guide Hachette bleu dans les années... on le trouvait encore dans les années 73, ce truc-là. Ça a disparu. Alors, la photo, c'était 1 cm sur 1 cm. Dans une page où il n'y avait rien du tout, c'était comme ça, voilà. Et après, quand je suis allé aux États-Unis, je suis passé par ce qui n'était pas encore Cap Kennedy, et Cap Canaveral, et puis j'ai rencontré des techniciens, puisque j'avais dans mon travail beaucoup de choses de cet ordre à réaliser avec des gens de haute gamme, voilà. Et puis je leur ai montré incidemment le dessin, 3D littéralement, et je leur ai demandé qu'est-ce que c'est cette pièce selon vous, et la plupart m'ont dit, ah ça c'est un mélangeur de carburant. Seulement, le problème, c'est que la pièce en question, le disque de Sabou, c'est daté du XXIe siècle avant notre ère. C'est réalisé en schiste, c'est-à-dire un matériau extrêmement fragile. On tape dessus, on peut l'effeuiller, le casser. Donc ça a été remonté habilement, etc. Ces dimensions-là sont décryptables dans plusieurs cadres métrologiques différents. Ça pose problème. Mais bon, c'est montré sous une vitre poussiéreuse et personne ne s'en occupe. Personne. Voilà. C'est étonnant de voir un truc aussi complexe. Ça ne fait réfléchir personne. Je me demande qu'est-ce qu'on voit si on voit la même chose. Moi, ça me colle la figure. Mais sans verser justement dans le complot, mais pourquoi il y a cette pourquoi on ne omerta verserait pas dans le complot? On pourrait aussi. Alors, on a des raisons. Hein. Moi, ça me fait pas peur. Mais pourquoi il y a cette, comment dire, cette espèce de loi comme ça sur l'égyptologie? Alors, c'est simple. Du point de vue fonctionnel, les
actuels égyptologues ont été formés par des égyptologues antérieurs qui étaient encore plus étroits de pensée qu'eux. La réalité, c'est que dans le domaine égyptologique, moi je suis allé étudier l'égyptologie à la Sorbonne. Donc, alors, pour vous faire rire, j'avais une prof qui s'appelait Madame Yoyote. Hein. Bon, peu importe. Elle était très capable, et bien que confuse. Bon, simplement, c'est qu'on forme des égyptologues sur le modèle d'égyptologues antérieurs coincés dans tous les domaines et d'une ignorance totale en maths, en géométrie, en astronomie, dans des domaines comme ça. C'est l'épouvante. C'est l'épouvante. Et ils ne connaissent rien en réalité des manières d'être et de penser des anciennes civilisations. Moi, je ne suis pas cadré sur l'égyptologie, j'ai visité le monde entier, j'ai des affinités particulières avec l'Amérique latine, j'ai moi-même participé à la rédaction d'un dictionnaire de quechua, c'est-à-dire la langue locale dans les Andes. Je fais de la musique des pays dans lesquels je vais, c'est-à-dire je me mélange culturellement, j'essaye pas de dire c'est mieux la France ou c'est mieux l'Europe ou l'Occident, c'est pas ça moi mon truc, c'est rencontrer vraiment, c'est m'intéresser, c'est échanger. Ces choses-là, apparemment, ça n'est pas le cas. Quand on discute actuellement avec un égyptologue, il va se dire, sans même le penser de manière inconsciente, il va se dire, ce type que j'ai en face de moi ne connaît rien à l'égyptologie, je vais lui parler comme un gamin, peut-être ça suffira. Donc ils font ça partout tout le temps. Et cette habitude est très néfaste. Voilà. Parce qu'on se retrouve... Donc... Je lis là sur l'écran, LOL c'est un forisson de l'égyptologie, on peut le dire. Oui, voilà. c'est un forisson de l'égyptologie. Ouais. Eh ben écoutez, Robert Forisson, ça aussi ça m'intéresse, c'est un type extrêmement courageux. Il s'est fait tabasser, par des lâches, hein, puisqu'on ne peut pas appeler ça des êtres humains. Et il a maintenu le cap parce que on devrait pouvoir discuter de tout. Il dit, voilà, il y a ceci, il y a cela, ben, qu'est-ce qu'on attend pour faire des démonstrations ? Oui, parce qu'il fait l'analogie justement avec l'égyptologie, et c'est vrai que c'est pas bête, parce que un peu, on dit, ça a été construit comme ça, mais on peut pas l'expliquer, mais si ça a été construit, c'est qu'ils ont pu le faire, donc cherchez pas à comprendre. Voilà, grosso modo, ça c'est l'une des... Il y en a une trentaine de manières de faire. Ça c'est de la dialectique de Ripoux. Moi je suis prêt à rencontrer n'importe qui veut être mon opposant, ça serait avec plaisir s'il arrive à démonter ce que j'ai trouvé. Ça, et c'est là avec ça qu'on va s'amuser, parce que bon, le peu de choses que je transmets à Patrice, il y a de quoi mourir de rire, littéralement. Ça va couper les têtes. Bon, je ne veux pas mettre les égyptologues au chômage, je dis simplement, et c'est pas la première fois que quelqu'un le leur dira, sortez un petit peu des œillères, regardez, écoutez et travaillez. Vous n'êtes pas là, comme un épicier en train de faire l'article, vous êtes là pour rechercher ce qui est vrai. Voilà. Bon, c'est pas facile, hein, parce que le vrai, il faut quelquefois des centaines d'années pour le cadrer. Pour le cadrer. Mais bon, il faut être clair. Moi, philosophiquement, je suis effectique. Ça veut dire que je ne donne aucune conclusion là où je n'en trouve pas. C'est simple. En maths, c'est comme ça. Ou le résultat est juste, ou il n'est pas juste. Point barre. Voilà. Donc tant que je ne sais pas, je ne dis pas c'est comme ça, c'est probablement 6. Non, pas davantage. On voit dans le film, je ne donne que des choses abouties, complètes. Mais du fait que j'ai une avance modelée sur un principe et des méthodes didactiques et pédagogiques, il est des choses que je laisse de manière allusive pour qu'on aille chercher dedans. Oui. Que la méthode s'inscrive. On veut la vérité, il faut prendre le courage d'aller la chercher par soi-même, avec sa méthode, etc., et la juger comme ça. Au moins, on saura ce que vaut le bonhomme derrière. À ce moment-là, je discuterai et je dirai qui je suis, plus que je n'ai l'intention de le faire aujourd'hui. Ça veut bien noter que je t'ai dit, on parle du sujet, pas de moi. Merci. Oui, tu m'as bien précisé. Ouais. Et justement, alors, sur le sujet, dans le film... vous nous donnez, je dis vous au sens Patrice oui. Et toi, quoi, mais voilà, vous nous donnez une conclusion, on va dire, sur le fond, mais on ne comprend pas bien l'usage même de la pyramide en soi, c'est-à-dire sa fonction. C'est une très bonne question. Je l'ai laissé entendre. Vous vous appelez méta TV. Méta en grec, ça veut dire au-delà d'eux. Oui, tout à fait. Ouais. Eh bien, moi, je dis, cette grande pyramide, comme énormément d'édifices sur la Terre, ce sont des constructions qui ne sont pas liées à la mentalité de l'homme actuel. Je ne dis pas c'est pas l'homme qui n'a pas fait ça, je dis c'est pas cette mentalité. Et moi, j'appelle ça des métamachines, parce qu'en réalité, cette grande pyramide, j'ai montré une face de sa qualité de métamachine, c'est sa qualité d'horloge temporelle, astronomique littéralement.
mais il y en a beaucoup d'autres. J'ai évoqué ça plusieurs fois en disant, à l'est, le soleil se lève, il est froid, ou quasiment froid. Très peu de chaleur arrive, mais la pyramide à sa base est large, donc elle assimile de la chaleur. Et le soleil va s'élever, et plus il va s'élever, plus il va être chaud. Mais plus la pyramide va en s'étrécissant, donc il y a un gradient de chaleur très mesuré. Et ce gradient, il fait dilater le calcaire qui constitue pour l'essentiel cette grande pyramide. Et ce calcaire va faire pression sur la chambre haute qui, elle, est en granit. Et le granit, il est constitué de mica, de feldspath et de quartz. Or, le quartz, quand il est soumis à n'importe quelle pression ou torsion mécanique, il produit de la piézoélectricité. Pour moi, c'est ça, c'est l'une des fonctions. Et j'en ai découvert 8. Donc, j'en ai donné une à comprendre d'abord, l'autre que je suggère d'aller visiter, et après, dans les films, les opus suivants, je les montrerai toutes ces fonctions-là. Et on verra que tous les sites dont j'ai parlé relativement à l'équateur penché sont affectés, pas infectés, mais affectés par ces particularités qui sont accompagnées d'une mentalité très spéciale. Tout est intégré. Tout. C'est-à-dire c'est écologique. On va en Chine, il n'y a pas de calcaire, etc. en grande quantité, il faudrait creuser. On fait ça en terre et en argile. Alors pour la Chine, je ne sais pas comment les gens réfléchissent, mais quand on voit une pyramide qui passe pour avoir 300 mètres de haut, 750 mètres de façade sur 650 mètres, donc on voit l'aspect dominant de 300 là-dedans, et que le sommet n'est pas pointu, et qu'aucune des pyramides sur la Terre de cette civilisation antérieure n'est pointue, on doit se poser une question. On regarde le sommet de cette grande pyramide, cette gigantesque pyramide, c'est 150 mètres sur 75, 75 mètres sur 150 mètres. C'est un double carré qui est la figure de base de la chambre haute de la grande pyramide. Là, on doit se poser des questions. Donc on s'aperçoit qu'il y a un module en mètres. Personne ne se pose la question. Voilà comment je suis allé à Visoko, j'ai lu les journaux locaux et j'ai trouvé un article où on dit que la pyramide de Visoko, la plus grande tout du moins, elle fait 220 mètres à sa base et 70 mètres de haut. Mais moi, ça me saute à la figure, c'est la fraction 22 septième. Et c'est une fraction, c'est la méthodologie mathématique des Égyptiens, la fraction. Personne ne remarque cela, même pas Semeros Managit. C'est quand même étonnant. C'est pi. Immédiatement en proportion. Donc de ce point de vue, j'admets qu'il y ait une pyramide. Je ne dis pas qu'elle était pour autant fabriquée par l'homme. Parce qu'en réalité, vous passez au-delà de Visoko, il y en a plus de 130 des pyramides comme ça. Là, pour moi, dire que c'est la pyramide du soleil, c'est un abus. Voilà. Donc je ne viens pas contredire Samir Osmanagic, parce que c'est un homme courageux, qui a des convictions, etc., et qui fait vivre sa région avec cette légende. Voilà. Avec cette légende, c'est une légende cette Pour pyramide de l'instant, Bosnie oui, parce qu'il n'y a aucun fait définitif en faveur de cette idée qu'il y aurait 3 pyramides plus ou moins orientées, etc. Voilà. Et du point de vue géologique, pour moi, pour l'instant, il n'y a absolument rien d'humain là-dedans, mais bon, il n'y a que des aménagements potentiels. Mais là, on ne sait pas si c'est vraiment très ancien, très moderne, puisqu'on ne peut pas dater la pierre. On est toujours dans la même problématique. Voilà. Je ne dirais pas que c'est une forfaiture et une truanderie, mais il y a encore beaucoup trop pour moi d'éléments douteux pour que j'abonde dans ce sens-là. Et ceux qui sont allés, il y a eu un témoin aussi, Dominique Youngblood, je crois, dernièrement. Oui, mais bon, moi, je ne parle pas de cet individu, Ah, parce que sinon, ça va être le jeu de massacre. ah bon, d'accord. Voilà. D'abord, il faudrait qu'il m'explique comment il fait pour discuter avec Osmanagic, parce qu'il ne parle pas anglais, Dominique Youngblood. On voit mal comment il ne parle pas non plus serbe ni croate, donc il y a un problème là. Que ce soit un enthousiaste, c'est pas ça ce qui me dérange. Il faudrait qu'il soit moins porté sur les arnaques. S'il y a des gens qui cherchent, c'est bien. Moi, je suis pour cette chose-là, qu'il le fasse, mais qu'il respecte au moins il a produit des choses vilaines. Hein. Moi, j'ai des dossiers très considérables sur lui d'arnaques.